Bien, donc on va faire une petite révision pour le normaliser, d'accord, pour les troncs communs, d'accord. Donc, loi d'attraction universelle. Donc, deux corps A et B de masse respective MA et MB, dont les centres sont séparés par une distance petit d, s'attirent mutuellement par deux forces, FA sur B et F de B sur A, ayant la même droite d'action passant par les centres respectifs de ces deux corps. Ensuite, de sens opposés, la même intensité telle que la force FA sur B est égale à F de B sur A est égale à F, c'est la force commune, est égale à G, MA, MB divisé par D au carré. Bon, le schéma, bon, on a ici le corps A et ici le corps B. Donc, séparé par le centre d'inertie des deux corps, D, la distance qui existe entre le centre d'inertie de A et de B, d'accord. Donc, le corps A va exercer une force sur le corps B, d'accord. Et le corps B va exercer une force sur le corps A. Donc, le premier, c'est F de A sur B, force exercée par le corps A sur le corps A qui est là, sur le corps B. Et la deuxième force, F de B, c'est la force exercée par le corps B sur le corps A. Et ici, on a G est une EST, est une constante appelée constante de gravitation universelle. Sa valeur dans le système international, c'est G, 6,67, 10 à la puissance moins 11, newton mètre carré, kilogramme, moins 2. Bon, exercice d'application. Bien. Bon, cet exercice a pour objectif de montrer comment on peut enrichir nos informations sur le système solaire. Donc, en mars 1979, la sonde spatiale Voyage 1 s'est approchée de la planète Jupiter à une altitude H1 est égale à 26 800 km et on a mesuré l'intensité du champ de pesanteur G1 1,04 Newton kg moins 1 créé par la planète. Après quelques mois, on a mesuré l'intensité du même champ de pesanteur en utilisant la sonde spatiale Voyage 2, mais cette fois-ci à une altitude H2 qui est égale à 650 000 km de la surface de la planète. On trouve G2 égale à 0,243 Newton par kilogramme. Déduire de ces mesures, premièrement, la masse de Jupiter, deuxièmement, le rayon de la planète si on considère qu'elle a une répartition sphérique, troisièmement, la valeur de l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la planète. Bien. Donc on passe ici, comme vous le voyez, ça c'est Jupiter, d'accord, qui a été en février 2019. Bien. Bon, correction de l'exercice d'application. La masse de Jupiter, comment on fait pour le déterminer? Eh bien, on a ici MJ, c'est la masse de Jupiter, d'accord? RJ, c'est le rayon de Jupiter, d'accord? Et on a le Voyage 1, qui possède la masse M1, d'accord? Et ici, comme vous le voyez, H1, et ici le rayon RJ, et G1, c'est l'intensité de la pesanteur créée par MJ. D'accord? Bien. Donc ici, on a P1, c'est la force exercée par Jupiter sur Voyage 1. D'accord? Et ici, on a F, c'est la force exercée par Voyage 1 sur Jupiter. Donc ces deux forces-là, ils ont même intensité, de sens opposé. D'accord? Et la distance qui sépare le centre d'inertie de gravité des deux, c'est RJ plus H1. D'accord? Bon, on a F, c'est G, MJ, d'accord? Que multiplie M1 divisé par RJ plus H1 au carré. Et on a P1, voilà, est égal à M1 fois G. Donc, puisque F est égal à P1, d'accord, je peux écrire à ce moment-là que M1G1 est égal à GMJM1 divisé par RJ plus H1 au carré. On simplifie M1 avec M1 et on détermine que G1 est égal à GMJ divisé par RJ plus H1 au carré. Bien.
Donc nous, on vous demande ici de déterminer ici la masse de Jupiter. La masse de Jupiter, c'est mg. Donc on va prendre le deuxième cas, le cas de la planète spatiale 2. Donc ici, si je prends Rg plus H1 au carré, bon, ça sera, on fait le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, et on trouve Rj plus H1 au carré, d'accord, est égal à Gmg divisé par G1. Ça, c'est H1, c'est la distance qui existe entre la surface de Jupiter avec voyage 1. Bon, même chose ici, hein, pour la planète, le voyage 2. Donc, ça sera Rj plus H2, d'accord, j'enlève la racine carrée ici, ça sera racine carrée de Gmj divisé par G2, et pour voyage 1, on retrouverait Rj plus H1 est égal à racine carrée de Gmj sur G1. D'accord? Bien. Maintenant, je ferai la différence entre les deux. Je ferai Rj plus H2 moins Rj plus H1. Voilà, donc ça sera Rg plus H2 moins Rj moins H1. Donc ça sera les deux, ce premier corps-là. Hein, racine carrée de Gmj sur G2 moins racine carrée de Gmj sur G1. Donc H2, on simplifie ici, comme vous le voyez, Rj moins Rj, et vous obtenez H2 moins H1 est égal à la différence entre les deux. Bon, ici, on vous demande de déterminer mj. Je peux sortir le mj d'ici, et on détermine que mj est égal h2 moins h1 sur racine carrée de g sur g2 moins g sur g1 au carré. Lorsque vous faites les calculs, vous trouvez la valeur de 1,910 à la puissance 27 kg. Ça, c'est la masse de mj en utilisant bien sûr les deux relations de voyage 1 et voyage 2. Bien. Deuxièmement, le rayon de la planète Rj. Bon, on a la relation G1 et G2, d'accord, d'après la première exercice, d'accord. En faisant ici le rapport de G1 sur G2, on simplifie ici, comme vous le voyez, ici, on simplifie G avec G, d'accord, et Mj avec Mj, on trouve le rapport de G1 sur G2 est égal à Rj plus H2 au carré sur Rj plus H1 au carré, d'accord. Bien, donc, je ferai ici Rj, j'enlève tout ça au carré, racine carrée. Donc, ça sera racine carrée de G1 sur G2 est égal à Rg plus H2 sur Rj plus H1. D'accord? Donc, à ce moment-là, je peux faire, hein, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, et je vais essayer de terminer le rayon Rj. D'accord? Donc, comme vous le voyez ici, Rj plus H2, Rj plus H2 est égal à Rj plus 1 que multiplie ça. Voilà. D'accord? Maintenant, je vais essayer de prendre Rj fois ça, plus H1 fois racine carrée de ça. Voilà. D'accord? Maintenant, j'aurai ici Rj et ici Rj. Je peux le passer de l'autre côté. D'accord? Voilà. Et on détermine Rj moins Rj racine carrée est égal à H1 G1 moins G2, G1 sur G2 moins H2. Voilà. Et on factorise ici par Rj. D'accord? Voilà. Et on trouve à la fin que Rj est égal à H1 racine carrée de G1 sur G2 moins H2 divisé par 1 moins racine carrée de G1 sur G2. Je multiplie ici par moins 1, d'accord? Et je détermine ma relation de Rj en fonction des données de l'exercice est égal à 7,10 à la puissance 4 km. Bien, ça c'est la deuxième question. Troisième question, déterminer la valeur de l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la planète. Bon, c'est comme si on fait le cas de la Terre, d'accord? Bon, je vais prendre ici la planète Rj, d'accord? On a ici Rj, d'accord, Mj, et on prend un corps ici au niveau de la Terre, donc ça sera M, et ici on aura G0J, c'est l'intensité de la pesanteur à la surface de la planète de Jupiter. D'accord? Donc, on a ici F et ici P0J. Bon, puisque F est égal à P0J, donc F égale, hein, et P0J égale, d'accord? Puisque ces deux forces, ils sont les mêmes, d'accord? Donc, à ce moment-là, je peux simplifier le petit m avec le petit m, et il vous reste ici G0J est égal à GMJ divisé par RJ au carré. Bien. On a ensuite GH est égal à GMJ sur RJ plus H au carré, à une distance H
par exemple, c'est le cas, par exemple, de voyage 1 ou bien de voyage 2. Bien. Donc, ça, la relation numéro 1. Et ça, la relation numéro 2. Et on détermine le rapport de 1 sur 2. Et on détermine GH sur G0, J. Voilà, on simplifie le G avec le G, d'accord? Et le MJ avec le MJ. Et on trouve RJ au carré sur RJ plus H au carré. Bien, à partir de ça, on détermine G0J est égal à GH, RJ plus H au carré sur RJ au carré. Lorsqu'on fait les calculs, on trouve la valeur de 25,5 newtons par kilogramme. Bon, ça, en ce qui concerne, bien sûr, l'intensité de la pesanteur au niveau de la planète Jupiter. Bien. Bon, maintenant, les forces intérieures et les forces extérieures. Un rappel pour les actions mécaniques. Bon, les forces intérieures, ce sont toutes les forces exercées par une partie du système sur une autre partie du système. Donc, exemple, je vais prendre ici le corps, le système étudié, c'est le corps S. D'accord? Donc, la force F, ici, comme vous le voyez, le système étudié, c'est le corps S, c'est le système étudié. Bon, puisque F, c'est la force exercée par le fil sur le corps S, et le fil n'appartient pas au système, donc F, c'est une force qui est extérieure. Voilà, la force F exercée par le fil sur le corps est une force extérieure. Maintenant, je vais prendre le deuxième exemple. Le système maintenant étudié que je vais le prendre, eh bien, je vais prendre ici le système étudié, c'est le fil, plus le corps S. Donc, puisque F, c'est la force exercée par le fil, et le fil, il appartient au système étudié, donc à ce moment-là, je peux dire que F, c'est une force qui est intérieure. Très bien. Bon, la force pressante. Donc, on va prendre ici un ballon rempli d'un gaz. Donc, un gaz contenu dans un ballon exerce une force de contact répartie sur les parois de celle-ci. Cette force appelée force pressante grand F. Bien, donc plongeons maintenant le ballon percé dans un aquarium. Le gaz s'en échappe, d'accord, perpendiculairement à la membrane. Donc ici on a un trou, d'accord, ici on a l'eau et le gaz qui s'échappe. Donc la force pressante F exercée par le gaz est toujours perpendiculaire à la paroi. Bon, définition de la pression. La pression P est une grandeur macroscopique définie par la relation P est égale à F sur S. Donc F, l'intensité de la force pressante en newton, et S, c'est la surface sur laquelle s'exerce la force pressante en mètres carrés, et les unités pratiques de la pression, c'est le bar, ou bien l'atmosphère, ou bien le centimètre de mercure. Bon, exercice d'application. Donc, un plongeur effectue de la chasse sous-marine à une profondeur de 20 mètres. La surface externe de tout son corps est 0,8 m². La pression atmosphérique à la surface de l'eau de mer est P0 est égale à 1 bar. Donc, je dis 1 bar ou bien 10 à la puissance 5 pascal. Donc, on considère que la masse volumique de l'eau de mer est constante. La différence de pression entre deux points A et B de l'eau est donnée par la relation PB moins PA est égal à ρ GH. Voilà. Donc, ça, vous aurez le cas de l'eau. Donc, on va prendre ici ρ de l'eau. Bien. Avec B est une profondeur plus grande que A. Rho, c'est la masse volumique de l'eau supposée constante. Rho est égal à 1 kg par litre. G est égal à 10 newtons par kg. Premièrement, montrer que PB est égal à P0 plus ρ de l'eau GH. D'accord? Déduire que PB moins PA est égal à ρ GH. D'accord? Deuxièmement, exprimer P, la pression à la profondeur de la surface en fonction de pression atmosphérique G et H. Troisièmement, comment varie la pression en fonction de la profondeur justifiée. Quatrièmement, calculer en pascal et en bar la pression à la profondeur de 20 mètres. Cinquièmement, déduire l'intensité de la force qui s'exerce sur le corps du plongeur. Sixièmement, quelle masse faudrait-il poser sur le plongeur au sol pour obtenir une force de même intensité que celle qu'exerce sur lui l'eau. D'accord? Bon, réponse, correction de l'exercice d'application. Donc, montrer que PB est égal à P0 ρ GH. Voilà, on a ici, comme vous le voyez, la pression de l'eau. Ici, vous aurez l'air. Ici, on a l'air, c'est la pression atmosphérique. Et ici, j'aurai l'eau et le poids P. Et ici, vous aurez le H. C'est la distance
qui existe bien sûr sur la profondeur. Donc vous aurez P est égal à F sur S. Donc P c'est la pression, mg sur S, ça la force exercée par le liquide. Donc le liquide, tout ça. Donc c'est mg sur S. D'accord? Bien. Donc on a ρ de l'eau est égal à m sur v. D'accord? Donc on peut déterminer que m est égal à ρ fois v. D'accord? Je remplace ici v, le volume c'est S fois H. Le volume de ça, tout ça c'est un cylindre, est égal la surface de la base fois la hauteur. D'accord? Donc à ce moment-là, hein, je peux remplacer P, la pression, c'est pas le poids, est égal à mg sur S. Donc m, je le remplace par ρv, d'accord, par ρv sur g, fois g sur h. Or, SV sur S est égal à h, d'accord. Donc d'où P est égal à ρ fois g fois h, d'accord. Bien, ça c'est la pression exercée par le liquide. Bien, bon maintenant, ici au point B, la pression exercée sur le fond, point PB. Donc j'applique ma relation ici. Donc au point B, j'aurai la pression PB. Donc PB, ça sera la somme, la pression exercée par la pression atmosphérique P0 plus la pression exercée par le liquide. Donc j'aurai P0 plus P est égal à ρ G fois H. Et on vient de montrer dans notre cas ici que PB est égal à P0 ρ de l'eau fois G fois H qui a été demandé dans la première question. Bien. Maintenant, j'aurai deux points du liquide. Donc, j'aurai le A et le B, d'accord? Donc, PB moins PA est égal à ρGH. On vous demande maintenant de montrer PB moins PA est égal à ρGH. Je vais prendre mon cas. Ici, j'aurai un liquide, d'accord? Ici, c'est un liquide. Voilà. Ici, donc, on a la pression P0. Donc, la pression P0, c'est la pression atmosphérique qui est égale à 10 à la puissance 5 pascal. Bon. Ici, c'est la force exercée par l'air. Bien. Maintenant, je vais prendre ici le point B. Voilà. PB. Et il se trouve à une altitude HB. J'applique ma définition. PB est égal à P0 plus ρ de liquide fois G fois HB. D'accord? Ensuite, je vais prendre ici le point A. D'accord? La pression PA. Et il se trouve à une altitude HA de la surface. D'accord? HA. J'applique ma définition. PA est égal à P0 ρ GHA. Maintenant, je ferai la différence de pression entre les deux. D'accord? Donc, j'aurai ici PB moins PA. Je remplace PA par sa valeur. D'accord? Et PA par sa valeur, c'est moins, ici P0 moins ρGHA. Je simplifie P0 avec P0. Voilà, il vous reste PB moins PA est égal à ρGHB moins ρGHA. On factorise par ρG, d'accord? Et on trouve la valeur ρGHB moins HA, d'où, voilà, H est égal à HB moins HA, alors PB moins PA est égal à ρGH. Voilà, est égal à ρ fois G fois H. C'est l'expression, ça c'est la loi de l'hydrostatique, la loi fondamentale de l'hydrostatique. Bien. Deuxièmement, exprimer P, la pression à la profondeur de la surface en fonction de pression atmosphérique G et H. Donc la pression P en fonction de pression atmosphérique G et H, d'accord, si le point A se trouve à la surface de l'eau, d'accord, à ce moment-là, j'aurai PA est égal à la pression atmosphérique, d'accord, est égal à 1 bar. Donc je peux écrire que P moins pression atmosphérique est égal à ρG H, d'où P est égal pression atmosphérique plus ρGH. Bien, troisièmement, comment varie la pression en profondeur en fonction de la profondeur justifiée? Eh bien, comme vous le voyez ici, hein, lorsque H augmente, la pression augmente, car P est une fonction affine, croissante en fonction de H. Donc, on a P est égal à AH plus B, avec A, ici, B c'est la pression atmosphérique, et A c'est le coefficient directeur, est égal à ρ fois G. Bien. Quatrièmement, calculer en pascal et en bar la pression à la profondeur de 20 mètres. Eh bien, calcul de la pression P à la profondeur de 20 mètres, j'aurai P égale à pression atmosphérique plus ρGH. Pression atmosphérique, c'est 10 à la puissance 5 pascal, c'est-à-dire 10 à la puissance 5 newton par mètre carré. Maintenant, pour ρ, 1 kg par litre. Donc, 1 kg, d'accord, 1 litre, c'est 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Donc, ρ est égal à 10 à la puissance 3 kg, mètre moins 3.
D'accord? Ensuite, donc la pression P, c'est pression Pascal, c'est Newton par mètre carré. Donc, on a ρ, c'est 10 à la puissance 3 kg mètre moins 3, que multiplie G 10 Newton par kg, que multiplie 20 mètres. D'accord? Donc, comme vous le voyez ici, on simplifie kg avec kg. Et mètre avec mètre, il vous reste moins 2. D'accord? Et on obtient enfin Newton par mètre carré, c'est le Pascal. D'accord? Donc vous aurez 10 à la puissance 3 fois 20. Donc on obtient ici 10 à la puissance 5 Pascal, ou bien 3 bar. Bien. Cinquièmement, on déduit l'intensité de la force qui s'exerce sur le corps du plongeur. Eh bien, l'intensité de la force qui s'exerce sur le corps du plongeur, on a P est égal à F sur S, c'est la pression. Donc F, ça sera PF est égal à P fois S. Donc on a la pression PC 3 10 à la puissance 5 Pascal, que multiplier S, c'est 0,8. D'accord? Donc on trouve 2,4 10 à la puissance 5 Newton. Ça, c'est la force. D'accord? Bien. Sixièmement, quelle masse faudrait-il poser sur le plongeur au sol pour obtenir une force de même intensité que celle qu'exerce sur lui l'eau? Et donc ça, c'est la force exercée par l'eau. Eh bien, j'applique ma définition. P est égal à F est égal à mg. Alors, on a M est égal à F sur G. D'accord? Je remplace F par sa valeur et on trouve la masse est égale à 2,4 10 à la puissance 4 kg. Bon, ça, c'est pour le premier exercice. Bien. Maintenant, exercice d'application numéro 2. Un pendu se compose d'une boule de fer de masse m égale à 0,8 kg accrochée à l'extrémité d'un fil dont l'autre extrémité fixée à un support fixe. Lorsqu'on approche un aimant, le pendule dévie. Voir la figure suivante. Premièrement, faire l'inventaire des forces appliquées sur la boule. Deuxièmement, les représenter sur le schéma. Troisièmement, sachant que le module de la force magnétique est F égale à 4 newtons, déterminer l'angle d'inclinaison alpha. Quatrièmement, en considérant le système boule plus aimant, parmi les forces précédentes, donner les forces intérieures et extérieures à ce système. Les données, l'intensité de la pesanteur G est égale à 10 newtons par kg. Voilà, correction. Donc, faire l'inventaire des forces. Bon, les forces, on a F, force exercée par l'aimant sur le corps S, T, la force exercée par le fil sur le corps S, et on a P, la force exercée par la Terre sur le corps S. Bon, la représentation ici, voir schéma, représentation. Donc, on a ici le poids P, d'accord? Ici, la force magnétique F, et ici, la tension grand P. Bien. Donc, l'inclinaison alpha, d'accord? Voilà. Donc, maintenant, sachant que le module de la force magnétique F est égal à 4 newtons, voilà. Déterminer l'angle d'inclinaison. Bon, l'angle d'inclinaison, comme vous le voyez à partir du schéma, je ferai ici la ligne polygonale, comme vous le voyez ici. Ici, j'aurai l'angle alpha, d'accord? Donc, tangente alpha est égal à F sur P, d'accord? Donc, F, c'est 4 newtons divisé par 0,8 fois 10, 0,5. Vous trouvez la valeur de alpha est égale à 26,57 degrés. Quatrièmement, en considérant le système boule plus aimant. Donc T, ça sera une force qui est extérieure. Le poids P lui-même est une force extérieure, mais dans notre cas, ici, la force F est une force qui est intérieure. Bien. Mouvement rectiligne uniforme, MRU. Définition. Le mouvement d'un point M est dit rectiligne uniforme si son vecteur vitesse est constant en valeur, en direction et en sens. Voilà, caractéristique du mouvement rectiligne uniforme. Donc ça, c'est le montage expérimental, d'accord? Donc on vient d'enregistrer ces points-là. Donc la distance qui existe entre deux points consécutifs dans l'enregistrement est constante. Donc à ce moment-là, je dis que le mouvement est rectiligne puisque les points sont alignés. Et la distance qui existe entre deux points consécutifs est constante. Donc le mouvement est rectiligne uniforme. Voilà, on va prendre ici l'équation horaire du mouvement. Bien. Donc, j'aurai ça, c'est l'axe dx. Donc, ça, c'est le repère espace. D'accord? Donc, à un instant t égale à 0, j'aurai ici x0. Donc, x0, c'est l'abscisse initiale. Et c'est la distance qui existe entre le repère espace, entre le repère espace et le repère
temps. Donc, lorsque le repère temps est en avant sur le repère espace, on aura x0 est positif. Lorsque le repère temps est confondu avec le repère espace, on a x0 est égal à 0. Et lorsque le repère espace est en avance sur le repère temps, on a x0, il est négatif. Donc, à un instant t quelconque, d'accord, il va parcourir la distance ici, x. Donc, je peux écrire ici soit x l'abscisse du point M à l'instant t, soit x0 l'abscisse du point M à l'instant t0 égale à 0, soit v la vitesse du point M. Vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne. Pourquoi? Parce que la distance qui existe entre deux points consécutifs dans l'enregistrement est constante. D'accord? Donc V, c'est la distance parcourue sur la durée du parcours. La distance parcourue dans notre cas, c'est x moins x0. D'accord, divisé par t moins t0, puisque t0 est égal à 0, donc x moins x0 sur t. À ce moment-là, je détermine que vt est égal à x moins x0, d'où x égale à vt plus x0. Voilà, on l'appelle ici l'équation horaire du mouvement. Et lorsque je trace x en fonction de t, je détermine ici que c'est une fonction qui est affine. Donc, lorsque j'aurai le point, le repère temps est confondu avec le repère espace, eh bien, je vais obtenir l'origine, elle est là, et je vais déterminer une droite qui est parallèle à l'axe ici. Hein. Il est parallèle, pourquoi? Parce qu'il possède ces deux droites. On aura x égale à vt, puisque ici x égale à vt lorsque x0 égale à 0, et x égale à x0 plus vt, ils possèdent le même coefficient directeur, donc ces deux droites-là sont parallèles. Bien, exercice d'application. On considère deux voitures ponctuelles A et B en mouvement rectiligne et uniforme dans le même sens sur une route rectiligne. Donc, les valeurs respectives de leur vitesse sont VA 72 km/h et VB 90 km/h. On étudie les mouvements de deux voitures sur un axe OX associé à la route à l'instant À l'instant t égale à 0, la voiture A passe au point O et après 30 secondes, la voiture B passe au même point O. Premièrement, à l'instant t, la voiture B double la voiture A à une distance petite d de haut. 1, écrire l'équation du mouvement de chaque voiture sur l'axe OX. 1, 2, en déduire la valeur de l'instant t et celle de d. Deuxièmement, quelle est la distance séparant les deux voitures à l'instant t est égale à 3 minutes. Bien, correction de l'exercice. Donc, on considère les deux voitures. Voilà. Les valeurs respectives de leur vitesse sont VA égale et VB égale. Donc, on étudie le mouvement. Donc, l'équation horaire du mouvement. Donc, j'aurai ici, ça c'est l'axe des X. Hein. Un instant t égale à 0, le mobile se trouve en A. D'accord? Et il se déplace avec la vitesse vers l'axe des X. 30 secondes après, ici B, il se trouve à une distance x0 qui est négative dans notre cas, mais on a le temps t, ici VB, TB est égal à 30 secondes. Donc je peux calculer x0, ça sera la vitesse VB que multiplie TB. Maintenant, il faut déterminer VA, on veut convertir les vitesses en km par heure, du km par heure en mètre par seconde. Voilà, 90 km par heure, je multiplie par 1000 et je détermine 3600, je détermine 25. Même chose pour le VA, on trouve 20 mètres par seconde. Bon, maintenant l'équation horaire. Bon, XB, ça X0B plus VBT. Donc, on connaît X0B, c'est VB fois T. Donc, on a VB, c'était 25 fois 30. C'est 750. Mais dans notre cas, dans notre cas X0B, c'est l'abscisse initiale pour la voiture B qui est négative dans notre cas. D'accord? Pour A, XA égale à X0A plus VAT. À un instant T égale à 0, on a X0A est égal à 0. Pourquoi? Parce que le repère temps est confondu avec le repère espace pour la voiture A. D'accord? Donc, on aura XA égale à 20T. Et XB, on a ces 25T moins 750 parce que X0B est négatif. Bon, donc maintenant, le croisement. Donc, je vais prendre ici A. Un instant T égale à 0. D'accord? Et la voiture B. D'accord? X0B. Et il se déplace avec la vitesse BB. Bon, ici, comme vous le voyez, hein, les deux, ils vont se rencontrer ici. D'accord? À une distance petite d. Lorsque XA est égal à XB, on a T est égal à TR. Bon, pour T est égal à TR, on a XA
est égal à xb, d'accord? On remplace dans notre cas t par tr et xa par xb. Donc 20tr est égal à 25tr moins 750, d'accord? On aura 25 moins 25tr est égal, 25tr est égal à 750, donc tr est égal à 750 divisé par 5 et vous trouvez la valeur de 150. Très bien. Donc xa est égal à xb est égal à 25tr moins 75. Moins c'est pas 60, moins 25tr moins 750. Ici, s'il vous plaît, moins 750. Donc vous aurez 25 moins que multiplie 150 moins 750 et vous trouvez la valeur de 3000 mètres. Bien. Bon, deuxièmement, quelle est la distance séparant les deux voitures à l'instant t égale à 3 minutes? Donc le temps de rencontre c'était à 150. Et ici le temps, 3 minutes, c'est 180. Il vous reste 30 secondes. D'accord? Donc, la distance des séparant les deux voitures à l'instant t est égale à 3 minutes. Donc, on a xb 25t moins 750. D'accord? On remplace ici 180 par sa valeur, 3 minutes. D'accord? Et vous trouvez la valeur 3750 mètres. Bon, pour le xa, c'est 20t. D'accord? On remplace t par 180, c'est-à-dire par 3 minutes. Et on trouve la valeur 3600. D'accord? La distance D qui sépare les deux, c'est xb moins xa. Et on trouve la valeur de 150 mètres. Bon, merci de votre attention. Et on se verra plus tard, Inch'Allah. Salam alaikum.